plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, le VPL Wake-up. Et j'espère que vous allez bien, car moi, de mon côté, comme vous le voyez, j'ai rayonne de bonheur. Ensemble, aujourd'hui, nous allons voir comment réussir la vie en couple. Et oui, qui dit vivre en couple dit évidemment vivre avec une autre personne, une personne qui n'est pas identique à nous-mêmes, une personne qui a ses propres caractéristiques, ses propres croyances, parfois qui vient de notre pays, qui a des valeurs différentes de nous. Mais cependant, heureusement, l'amour n'a pas de frontières. Donc, grâce à l'amour, deux personnes totalement différentes, de pays différents peuvent se réunir. Et si malgré tout l'amour que vous portez pour l'autre personne, pour votre moitié, cela ne va pas comme vous le voulez, ensemble, nous allons voir quelques points que vous pouvez améliorer afin de réussir votre vie à deux, votre vie de couple. On ne dit pas que l'amour existait depuis longtemps, certes. Il n'y a pas d'amour sans peine, mais depuis très longtemps, les gens s'aiment, n'est-ce pas vrai? C'est pas ça qu'on chante? Eh bien, ensemble, on va voir. Premièrement, pour réussir la vie en couple, il faut mettre votre orgueil de côté, vos rancunes de côté. Il ne faut pas garder les choses pour vous. Quand quelque chose passe, que vous ne voulez pas, il faut juste savoir pardonner sincèrement. Deuxièmement, il faut en plus pardonner, écouter. Et pardonner sincèrement avec le cœur, pas dans la bouche, sans hypocrisie. Ne regardez pas des choses pour vous. Troisièmement, il faut savoir communiquer. Communiquez pas juste pour parler, mais il faut savoir communiquer avec clarté et exprimer en toute tranquillité vos ressentis sans s'énerver. On peut aussi ajouter, éviter de culpabiliser l'autre, éviter de prendre l'autre personne comme votre bouc émissaire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien comme vous le voulez dans le couple, il ne faut pas juste accuser l'autre personne parce qu'on est deux personnes dans la relation, on est tous les deux responsables. C'est pas parce que c'est mauvaise que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre. Non, chacun a sa part de responsabilité. Il faut être clair sur ce point. Ensuite, on peut ajouter, il faut savoir gérer les conflits. Il faut faire abstinence aux insultes, les gros mots, des bêtises comme disent les enfants. Il faut éviter tout cela parce que les mots, ça blesse beaucoup plus que des coups physiquement. Aussi, de temps en temps, il faut savoir faire une remise en question et réajuster certains points si c'est nécessaire. Parce que on ne connaît pas tout. Tout n'est pas toujours parfait. Il n'y en a pas un coupable, une victime. On est tous deux responsables de tout ce qui se passe dans la relation. Aussi, mes amis, il faut agir avec gentillesse, avec amour et surtout dans le respect de l'autre. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Mais parfois, je pourrais dire que c'est beaucoup plus important que l'amour, le respect de l'autre. Il faut rester parce qu'on peut aimer quelqu'un, on ne le respecte pas. Là, c'est très dangereux. D'accord? Il faut non seulement avoir de l'amour, mais aussi il faut accompagner l'amour avec le respect pour que ça apporte son fruit. Évitez, mes amis, de critiquer systématiquement l'autre personne, surtout en public. Il y en a dans des relations, dans des groupes, c'est en public, tu vois, lors des réunions en famille, lors des fêtes, c'est là que le couple règle ses problèmes intimes. Non, il faut éviter de critiquer systématiquement l'autre personne, surtout en public. Parce que quand vous faites ça, vous exposez vos problèmes conjugaux en public. Non, il faut éviter ça. Aussi, mes amis, je vais encore le répéter, ne soyez pas trop autoritaire. Il n'y a pas un enfant dans le couple et un adulte. Il y a deux adultes dans le couple. Il faut parler clairement. Il faut respecter l'autre personne dans tous les sens du thème et puis donner à l'autre personne sa place. C'est très important. Et laisser l'autre personne aussi le temps d'agir, le temps de prendre des choses en main. Pour continuer, il faut faire en sorte d'être toujours désirable aux yeux de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez avant vous étiez coquette, belle, charmante, souriante et tout, et avec le temps, une fois marié, une fois vivre en commun ou une fois avoir des enfants, vous laissez tomber, vous vous laissez aller, vous ne prenez pas soin de vous ni
de la maison ni de vos enfants. Non. Il faut, c'est vrai, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de choses à prendre en considération, mais il faut trouver une place pour toutes choses. Pour les enfants, pour votre mari, pour vous-même, prenez soin de vous. Donc c'est ça qui va faire en sorte que on soit toujours resté attirés l'un par l'autre et puis ça va aller. Ainsi, mes amis, encore une fois, je ne vais pas cesser de le répéter, je vais casser vos oreilles avec ça, mais il faut que ça rentre bien dans vos oreilles. Il faut rester à l'écoute attentive, c'est pas juste écouter pour écouter. Restez à l'écoute attentive afin de mieux comprendre l'autre. Parfois, la personne parle, vous n'écoutez pas, vous donnez une réponse et puis la réponse ne convient pas. Donc, il faut rester vraiment attentif à l'écoute. Une écoute attentive, pas juste écouter pour écouter, mais écouter pour prendre soin, pour répondre, pour comprendre ce que l'autre personne désire vraiment. Surtout les femmes. Excusez-moi, je suis une femme, mais je connais un peu mieux les femmes que les hommes. Surtout les femmes, parfois, on veut dire quelque chose, on ne le dit pas directement, on passe à côté. Si l'autre personne ne nous connaissent pas assez bien pour bien comprendre, pour saisir ce qu'on veut dire. Donc, elle va apporter une réponse qui ne correspond pas à nos attentes. Donc, sur ce point, mes amis, faites bien attention et surtout faites le mieux possible pour réussir votre vie à deux, car il n'y a pas plus beau que l'amour. Ok? Merci et restez branchés sur le web. Déjà deviné les choses qui peuvent détruire, qui peuvent détériorer une relation de couple. Et oui, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup trop de divorces, beaucoup trop de séparations. Alors que nous, sur VPL Recop, on n'aime pas ça. On veut voir les gens amoureux, amoureuses, boîte sous, boîte ça, et puis des enfants en joie. Donc, ensemble, restez branchés, vous allez voir les causes qui peuvent détériorer, qui peuvent faire casser, qui peuvent déchirer votre relation, qui peuvent mettre une séparation entre vous et votre conjoint, entre toi et ton petit ami, etc. Bon, la première chose, mes amis, c'est la manque de communication. Et oui, c'est vrai, vous allez dire, ben non, on parle souvent. Ouais, on va dire, vous chamaillez très souvent, mais est-ce que vous parlez vraiment souvent? Hein? Donc, parler. La communication, c'est beaucoup de choses. C'est pas non seulement verbal, c'est aussi la communication non verbale. Et aussi, c'est les gestes. Et aussi savoir connaître les codes, le langage de l'amour de l'autre personne. Donc, vous pouvez bien parler, mais parler sans rien dire. Vous pouvez bien parler, mais c'est la manière dont vous allez faire et les choses qui va tout dire. D'accord? Donc, il faut savoir bien communiquer avec votre partenaire, savoir partager les choses en douceur, savoir connaître son langage, les tics, les tacs. Parce que lorsque deux personnes sont vraiment ensemble, en plus il y a une fusion, une harmonisation, on n'a même pas besoin de parler, d'avoir du langage verbal, oral pour savoir ce que l'autre veut dire. Parce que vous êtes ensemble, en symbiose, les choses se voient, on se comprenne juste en regardant l'autre dans les yeux, juste Vous savez très bien ce que je voulais dire, hein? Voilà. Deuxièmement, le mensonge. Et oui, mes amis, je sais que c'est pas facile. Vous allez me dire, mais c'était un petit mensonge tout petit. Écoutez, il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge. Un mensonge, restait un mensonge. C'est comme un péché. Un péché, c'est un péché. Un mensonge, c'est un mensonge. Donc, il faut éviter de raconter n'importe quoi. Il faut éviter de mentir à votre partenaire. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai, il y a des vérités qui blessent. Il y a des vérités qui font mal. Mais tant que le temps passe, tant que cela devient beaucoup plus difficile à lui dire, dites la chose comme elle est. N'invente pas, n'essaye pas de mentir. Parce qu'après la personne, quand il va découvrir que tu étais en train de lui mentir, donc ça va encore le blesser encore plus. En plus, il va poser plein d'autres questions. Depuis combien de temps il me ment? Depuis combien de temps elle me ment? Dites la chose comme ils sont. Et dites les choses comme elles sont. Et puis racontez pas n'importe quoi. Prenez votre temps, examinez, racontez la chose comme elle est avec votre partenaire. N'essayez pas d'inventer pour que ce soit plus joli ou moins joli. Non. Trouvez l'équilibre, dites la chose comme elle est afin que d'éviter des problèmes dans le futur. Troisièmement, mes amis, l'infidélité. Et oui, mes amis, je fonce sur l'infidélité parce que il y a des gens qui disent, ben non, j'étais pas passé à l'action,
j'ai juste pensé. Non, l'infidélité peut être en action et en pensant aussi. Donc, attention, l'infidélité, c'est la trahison. D'accord? Après une infidélité, l'autre personne peut pardonner. Mais il faut mettre bien dans ta tête que la personne ne sera jamais comme elle était avant l'infidélité. Donc, ça va être toujours un moment de doute. La personne va se sentir toujours en insécurité avec toi. Parce que dès qu'il y a l'infidélité, elle va dire, ben oui, il ou elle m'avait trompé une première fois, même si je pardonne. Est-ce qu'il n'y aura pas une deuxième fois, une troisième fois? Après, elle va dire, ben oui, il y avait une première fois, une deuxième fois. Ben, ça fait 2 fois, mais il n'y a jamais 203, tu vois, des choses comme ça fait que la personne va être sur le qui-vive, dans une situation d'insécurité, elle va se sentir mal à l'aise face à toi, et en plus, quand tu vas dire, oh, écoute chérie, je vais sortir, elle va dire, est-ce qu'il va vraiment sortir avec ses amis, ou est-ce qu'il va voir une autre étude, etc. Donc, tout ça met la personne dans une situation de doute, d'insécurité. Donc, ça fait que la relation est brancale. Elle est là, toi tu es là, mais au fond, il n'y a pas vraiment de racine parce que la personne va mettre dans sa tête à n'importe quel moment, tôt ou tard, voilà, ça peut casser, il peut recommencer, elle peut recommencer et tout. Donc, il faut éviter l'infidélité, mes amis. Ensuite, les enfants, fermez vos oreilles. Et oui, l'insatisfaction sexuelle. Même si on dit très souvent l'amour ne se résume pas au sexe, je suis bien d'accord. On est bien d'accord. Mais cependant, dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, dans une relation charnelle, érotique, le sexe est très important pour alimenter l'amour. C'est comme un jardin, une fleur qui a besoin de l'eau. Donc, le sexe dans une relation de couple, ça tise les liens encore beaucoup plus. C'est vrai, on peut faire l'amour, on peut faire le sexe sans amour. Pour moi, faire du sexe sans amour, c'est la prostitution, d'accord? Donc, l'amour avec le sexe, c'est mieux que de faire le sexe sans amour, le sexe par intérêt et tout, etc. Et aussi le manque de sexe dans une relation amoureuse de couple. Et en plus, si on ne se comprend pas trop, il faut essayer de réfléchir, de prendre du temps pour se questionner les uns les autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a cette manque? Pourquoi cela existe pour voir, c'est surtout le plus souvent un problème psychologique. Donc, il faut savoir parler avec l'autre personne pour dire qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux améliorer les choses afin que sur ce point-là, que les choses vont pour le mieux. Donc, mes amis, il ne faut pas mettre ça de côté, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes que le sexe est très important dans une relation de couple. Et aussi, manque de sexe dans une relation de couple, ça peut casser. C'est peut-être un point, je ne vais pas dire que ça va casser automatiquement, mais c'est l'un des points importants à savoir remédier. D'accord? Et aussi, surtout pour... bon, il y a des femmes qui sont aussi comme ça, mais les hommes surtout. L'étouffement de l'autre. Il faut laisser l'espace à l'autre de respirer. Il faut savoir qu'avant toi, la personne était déjà une personne. Elle avait ses habitudes, elle avait ses amis. Donc, le fait que toi, tu viens dans la vie de cette personne, il faut donner un espace propre à cette personne pour s'épanouir. Je ne vais pas dire qu'un épanouissement sans toi, mais cette personne a ses amis. Cette personne avait ses petits rendez-vous de shopping, voilà, des dîners entre les filles, et tout, etc. Il faut laisser cette personne vivre, continuer à vivre ces moments-là. Il ne faut pas l'étouffer, d'accord? Ne veut pas dire, la personne dit, ah, aujourd'hui je vais faire du shopping. Ah oui, chérie, je viens aller avec toi. Mais elle avait l'habitude avant de faire du shopping avec ses copines à elle. C'est pas avec toi. Ah, je vais voir mes amis. Ah ben non, je t'accompagne. Non. À un moment donné, la personne va se sentir étouffée, emprisonnée. Donc, c'est comme si, comme on dit très souvent, la personne va se sentir dans une prison, dans une prison dorée. Donc, la personne va se sentir mal à l'aise, étouffée. Et en plus, aussi, il faut laisser la personne continuer à vivre ses propres expériences. C'est pas parce que la personne est avec toi que cette personne n'existait plus. La personne a toujours ses propres identités à elle. Donc, il faut laisser la personne vivre ses expériences. Même parfois pour son bien. Parce que vous allez dire, ah, la personne, je vois qu'elle a manqué du lait dans son... Ne cours pas d'aller acheter le lait. C'est vrai, vous rendez service, mais ne cours pas. Laissez la personne voir avec ses propres yeux qu'elle manque, par exemple, du lait dans son frigo. Qu'elle va acheter son lait. Mais quand tu essaies de tout préparer à l'avance pour cette personne, donc c'est comme si vous étouffez la personne. Parce que imagine-toi, la personne va commencer à s'habituer avec ses bons sentiments, ses bonnes petites choses rendues, mais le jour que
tu n'es pas là. Cette personne va se sentir emprisonnée, elle va avoir ses pieds et ses bras marrés parce qu'elle avait perdu l'habitude de faire tout ça. C'est comme un enfant, quand tu as un enfant à la maison, il faut laisser l'enfant vivre un peu son indépendance parce que le jour que tu n'es plus là, cet enfant va se sentir un handicap. Le fait d'aller tout seul à l'école, le fait d'aller tout seul acheter des choses à manger, donc il n'avait pas ces habitudes, donc il va se sentir comme un handicapé. Mais si tu laisses à cet enfant son indépendance, de temps en temps d'aller acheter dans le boutique à côté, d'aller demander quelques informations toute seule, le jour où tu n'es pas là, ça ne va pas causer beaucoup trop de problèmes, mais c'est pareil pour ta copine ou ton copain. Il ne faut pas essayer de tout faire à sa place. Laissez la personne faire aussi des choses pour qu'ils ne sont pas étouffés à tellement vous dire, ah là, stop, là ça suffit. Arrêtez d'appeler ta copine 14 fois dans la journée. Arrêtez ça. D'accord? Ni ton copain, ne surveille pas, ah, tu étais avec qui? Allez, viens, tu viens par exemple, je vois des filles, une fois que leur mari ou leur copain était sorti sans elles, dès que l'homme arrive, ils vont nifler l'homme comme pour voir s'il n'y a pas une odeur de parfum d'une femme et tout. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut faire confiance à l'autre personne, laisser la personne vivre et tout pour que cette relation reste équilibrée. D'accord? Et aussi, mes amis, il faut rajouter que lorsque dans une relation de couple, la famille, les parents, les amis, etc. sont trop présents, ça peut aussi être une cause qui détériore cette relation. Pourquoi? Lorsque les étrangers prennent trop de place dans les mouvements du couple, dans les dialogues, dans les prises de décision du couple, ben, à un moment donné, c'est plus un couple. Donc tout le monde rentre et sort comme il veut, donc c'est plus un couple. Donc ça peut casser cette relation. Et aussi, je peux ajouter, mais on a souvent tendance à minimiser cette chose, mais c'est très important. Le fait de ne pas avoir de but, d'objectif en commun, c'est aussi une cause qui détériore les relations de couple. Oui, imagine-toi, on est en vacances, toi, tu vas voyager de ton côté, ton copain ou ton mari, il va voyager de son côté. Ça aussi, c'est quelque chose qui montre qu'il n'y a pas vraiment... Ça peut arriver pour pour des voyages, pour des voyages d'affaires, etc. Que l'homme voyage tout seul, que toi aussi tu voyages tout seul. Mais, par exemple, en vacances, sans objectif comme ça, il part de l'autre côté parce que ses copains voulaient aller à Dubaï et toi tu veux aller en Espagne avec tes amis. Vous ne trouvez pas un point en commun, chacun fait ses vacances de leur côté. Non, il faut essayer d'avoir des choses en commun, des vacances, passer des bons moments en commun. Aussi, par exemple, si vous voulez faire un achat, l'homme dit, moi je vais acheter de mon côté. Pour les grandes choses, à vrai dire, pour les grandes choses, par exemple une maison, etc. L'homme veut dire, moi je vais acheter de mon côté, toi tu vas acheter de son côté. Sans un commun accord, ça montre qu'il n'y a vraiment pas de ciment dans cette relation. Donc il faut avoir des objectifs à atteindre ensemble, même si on a des objectifs séparément, parce que n'oublie pas que tu as encore ta propre identité et votre mari ou ton copain il a sa propre identité, mais il faut trouver un accord, un point commun où on peut faire des compromis. Et puis chacun peut avoir des objectifs séparément, mais il faut avoir aussi des objectifs en commun, parce que s'il n'y a rien qui nous tease, d'accord? Donc ça ne va pas le faire. Et aussi, je vais ajouter, parce que je vois dans mon entourage, il y a beaucoup de couples qui se séparent pour ça. Par exemple, l'homme veut faire un enfant, la femme ne veut pas. Mais attendez, ce sont des choses qu'on parle depuis le début de la relation. Ce n'est pas au moment de la relation qu'on va parler de ça. Si vous avez accepté ces conditions dès le début, il ne faut pas changer de fusil d'épaule au moment que le couple va tout bien et tout va bien dans le couple. C'est là que ça dit, ben oui, moi je veux un enfant maintenant, et tout, etc. Non, dès le départ, l'homme avait dit je ne veux pas d'enfant, ou la femme avait dit je ne veux pas d'enfant. Donc, tu l'as accepté comme ça. Mais après, il ne faut pas changer d'avis. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut casser le couple. Donc, mes amis, j'espère que vous avez pris note. J'espère que vous allez anticiper ces choses-là afin que votre relation de couple, votre relation amoureuse et tout, va durer sur de long terme. Pourquoi pas éternellement dans le couple. Et oui, mes amis, l'argent dans le couple. Nous savons tous que l'argent, il peut être source de bonheur, de joie,
aussi de divergence et de discorde. Tout se résume dans la façon dont le couple gère son argent, individuellement et ensemble. N'est-ce pas vrai? Eh oui. Bon, les questions qui nous restent à poser. Doit-on ouvertement parler de l'argent dans un couple? Doit-on avoir des comptes séparés ou en commun? J'attends votre opinion. De ma part, je peux dire oui, non, tout dépend des gens qui sont dans cette relation. Même si on dit souvent que lorsqu'on aime, on ne dépense pas. Est-ce vrai? Surtout lorsque nous savons tous que dans un couple, tout n'est pas toujours rose. On peut avoir des conflits. Mais est-ce pour autant que l'argent doit être un sujet de divergence? On va voir ensemble. Dans un couple, lorsqu'il s'agit vraiment de parler de l'argent, pour moi, vaut mieux parler de l'argent dès le début de la relation. Pourquoi? Parce que cette question se pose très tôt. Par exemple, dès le premier, le deuxième rendez-vous, la question se pose, surtout au restaurant. Est-ce que je vais tout payer la totalité? C'est pour l'homme. La femme pense dans sa tête, même si elle ne le dit pas très haut. Est-ce que je dois le proposer de diviser la somme? Ou est-ce que si je le propose, il va accepter que je paye? Donc, très tôt, ça se pose. Et aussi, même au moment du mariage, cette question se pose aussi. Est-ce qu'on va se marier sur un contrat de séparation des biens ou pas? Ou est-ce qu'elle ou il va me forcer de signer un contrat de séparation de biens? Donc, l'argent est vraiment un sujet très important dans le couple et il ne doit pas rester un sujet tabou. Statistiquement, nous savons que après l'éducation des enfants, l'infidélité, l'argent est la troisième cause de dispute dans un couple et le deuxième cause de séparation dans un couple, marié ou pas. Donc, c'est vraiment important, surtout si vous voulez avoir un foyer, une relation très claire, très ouverte avec votre partenaire, votre compagne et votre copine. Il faut vraiment mettre l'argent sur le tapis et parler vraiment clairement, ouvertement. Surtout, il ne faut pas passer à côté du pot parce que ça va jouer sur l'avenir de votre relation avec votre partenaire. Et aussi, statistiquement, c'est révélé, même si on pense tous le contraire, 40%. Même si on vit dans un moment de communication, de l'information, mais imaginez-vous que 40% des couples ne parlent pas ouvertement de l'argent, alors qu'on doit avoir besoin de l'argent pour payer le loyer, pour payer l'électricité, pour payer tous les besoins qu'il faut, mais on ne parle pas. Ou on parle à côté. Non, c'est vraiment très important. Donc, mesdames, messieurs, vous qui êtes en couple ou qui ne le sont pas encore, pensez vraiment à ne plus faire de l'argent un sujet tabou dans votre relation parce que c'est vraiment un enjeu qui peut jouer sur l'avenir de votre relation, de vos enfants, de votre partenaire et surtout de tout ce que vous avez en commun pour l'avenir dans vos rêves, dans vos objectifs. Donc, il est bon de savoir, quel que soit le rapport que vous ayez avec l'argent, soyez transparents l'un envers l'autre. Car dans un couple, ce n'est pas l'argent qui doit être le sujet principal, mais c'est la confiance. Il faut avoir la confiance dans votre partenaire et ainsi versa, et mutuellement. Donc, et surtout, n'oubliez pas que l'argent ne change personne. L'argent relève le vrai visage des gens. Donc, il ne doit pas rester un sujet tabou. Est-ce un problème que la femme gagne beaucoup plus que son mari? Je répète, est-ce un problème que la femme gagne beaucoup plus que son mari? Bon, déjà, il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà la réponse. Avant tout, il faut savoir que l'histoire de la femme et de l'homme par rapport avec l'argent, c'est pas pareil. Cela fait pas trop longtemps que la femme a le droit d'aller travailler, le droit de vote, etc., etc. Bref, nous ne rentrons pas dans les détails. L'homme et la femme, donc, ne voient pas l'argent de la même manière, de la même façon. Le rapport de l'homme avec l'argent, ce n'est pas pareil que la femme. Pour la femme, avoir de l'argent est sujet à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance. Alors que pour l'homme, avoir de l'argent, c'est un moyen de s'asseoir ou de faire respecter son autorité, son pouvoir. Donc, quand la femme gagne beaucoup plus que l'homme,
majoritairement, parce qu'il y en a des exceptions, l'homme semble atteint dans sa virilité, il se sent même impuissant. Il sent que son autorité sur la femme est menacée, il est mal à l'aise. Cependant, pour la femme, ce n'est pas parce qu'elle gagne plus que son mari paraît inférieur à ses yeux face à elle, où elle doit prendre l'autorité sur l'apparence, où elle doit prendre l'autorité sur l'homme. N'est-ce pas vrai? Bon, après, il y a toujours des exceptions. Parce qu'il y a dans certaines communautés, ça dépend de la façon dont la femme a été élevée. Parce que pour certaines, c'est aussi un problème voilà, d'éducation. Parce que pour certaines femmes, lorsqu'elles gagnent beaucoup plus que son mari, ou certaines sociétés aussi, quand la femme gagne beaucoup plus, c'est mal vu. On dit que c'est lui qui apporte beaucoup plus de l'argent dans le foyer, c'est celui qui fait bouillir la marmite, c'est celui qui porte la culotte. Donc, si c'est la femme, dans ce cas, pour l'homme perd son autorité et paraît infériorisé aux yeux de sa belle famille, aux yeux de sa femme. Mais heureusement, ce n'est pas partout. Car, avant tout, pour la femme, l'argent sert à l'être, à servir l'être. Alors que pour l'homme, ce n'est pas la même chose. Donc, il est disponible lorsque l'homme gagne moins. Pour la femme, lorsque son mari, lorsque son copain gagne moins, majoritairement, ce n'est pas un problème. Il suffit que l'homme est toujours disponible pour sa femme, toujours affectueux, fait tout ce qu'il a à faire sans que l'argent ne pose pas problème. Mais pour l'homme, l'homme ne voit pas la chose de la même façon parce que c'est moi l'homme, c'est moi qui dois faire bouillir la marmite à la maison et c'est moi qui dois prendre surtout les choses financières en charge. Donc, les points de vue entre l'homme et la femme par rapport à l'argent lorsque c'est la femme qui gagne beaucoup plus est très différent. Mais heureusement, ça évolue. Il y a certains hommes qui commencent à comprendre, surtout avec de la société qu'on vit. Il y a quand même des femmes qui réussissent bien à gagner leur vie beaucoup plus que leur mari. Il y a des femmes cadres, des femmes directeurs, des chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup plus que son mari. Et lorsque la relation est stable, il n'y a pas d'autres problèmes. Entre parenthèses, le fait que la femme gagne plus n'est pas vraiment un problème. Et aussi, il y a aussi l'ego. Lorsque le problème d'ego ne s'oppose pas, ne se présente pas chez l'homme, le fait que sa femme gagne beaucoup plus n'est pas forcément un problème. Alors bon, la femme gagne beaucoup plus, elle est moins présente à la maison, certes, mais son mari est là, il prend soin de ses enfants comme si c'était la femme et qui prend soin de ses enfants. De toute façon, pour l'éducation des enfants, c'est les deux parents, c'est la femme qui reste. C'est plus pareil comme avant, la femme reste à la maison et la femme au foyer, prend soin des enfants, faire à manger, tout, etc. Maintenant, la femme aussi travaille, la femme aussi a des responsabilités à l'extérieur de la maison. Donc, en gros, cela ne devait pas causer de problème lorsque c'est la femme qui gagne beaucoup plus que son mari. Mais malheureusement aussi, il y a aussi certains hommes qui commencent à garder voilà, cette mentalité de macho. Pourquoi ma femme gagne beaucoup plus que moi, je me sens infériorisée et cela aussi cause d'autres problèmes. On va dire c'est pas le problème en soi, c'est pas que la femme gagne beaucoup plus. Le vrai problème c'est que c'est l'homme qui se sent menacé, l'homme qui a un manque de confiance en lui-même. Ça lui cause problème parce qu'il pense qu'avec de l'argent, le fait qu'il gagne beaucoup plus, il va mieux contrôler sa femme, mieux installer son autorité sur la femme. Mais dans un couple où tout est équilibré, tout va bien. Si c'est la femme qui gagne plus, ça ne cause pas de problème. Et aussi, même l'environnement ne se rend même pas compte parce qu'on ne discute pas de ça en société, en public. Donc, il faut aussi noter qu'il existe depuis un certain temps aussi, voilà que la femme fait de l'action comme l'homme. La femme va de l'avant, la femme prend des dispositifs, la femme travaille beaucoup plus. Et aussi, il y a certains papas qui réclament d'être beaucoup plus à la maison avec leurs enfants, qui réclament beaucoup plus de congés de paternité pour prendre soin de leurs enfants. Heureusement, la mentalité, ça commence à changer. Donc, ce n'est pas vraiment un problème dans le couple si la femme gagne beaucoup plus, tout en restant dans le respect mutuel l'un pour l'autre, tout en sachant que l'argent n'est pas vraiment un problème et aussi en sachant aussi que
quand l'argent rentre dans le couple, c'est l'argent pour le couple, c'est l'argent pour le foyer, c'est l'argent pour la maison, c'est pas l'argent personnel à la femme, c'est pas l'argent personnellement à l'homme, mais c'est l'argent qui est disponible pour le besoin de la famille. Après, il faut noter aussi un certain stéréotype qu'on a tous, qu'on dit souvent que l'homme dépense moins que la femme dépense plus que l'homme, vice-versa. En effet, dans la réalité, c'est faux. Sauf que dans la réalité, l'homme dépense beaucoup plus pour des grandes choses. Alors que la femme a tendance à accumuler de petites choses, à acheter de petites choses, à rentrer dans les détails. Mais au final, c'est la même chose. L'homme et la femme dépensent en général la même somme d'argent. La femme n'est pas forcément beaucoup plus dépensière que l'homme. Donc, l'homme dépense pour les grandes choses, par exemple une voiture, une maison, etc. Alors que la femme, elle va dans les détails. Ah, je vois une jolie robe, oh, ça me fait plaisir. Oh, regardez-moi ça, un joli sac. Donc, ça me fait plaisir. Elle achète et tout. Elle s'accumule des petites choses, alors que l'homme dépense beaucoup plus pour les grandes choses. Voilà, voiture, maison, etc. etc. Bon, bref, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous pose cette question. Dans votre couple, si vous êtes en couple, est-ce un problème si vous gagnez beaucoup plus que votre mari ou votre conjoint ou votre copain? Le choix du conjoint. Comment choisir mon conjoint? Pourquoi choisir mon conjoint? Mes amis, la vie, on ne joue pas avec la vie. Surtout, on ne joue pas avec notre avenir. Le passé est déjà passé, mais l'avenir, il faut vraiment le penser. D'accord? Donc, le choix du conjoint, c'est pas comme si vous allez au supermarché acheter quelque chose à manger ou acheter un vêtement. Parce que ça a des impacts dans votre vie. On ne choisit pas un homme ou une femme parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle s'est bien habillée, parce qu'elle a une réputation, parce qu'il a beaucoup d'influence. Non. Ça peut aussi faire partie du choix, mais pas impérativement pour ça. Pourquoi? Parce que savez-vous que le choix de votre conjoint à 50%, le choix de votre conjoint à 50% fait partie de votre avenir. C'est-à-dire, lorsque vous prenez vos décisions, si vous êtes en couple avec quelqu'un, si cette personne-là n'est pas d'accord, si cette personne décide de bousiller votre projet, il peut le faire. Tout comme si cette personne veut vous booster, vous accompagner dans votre projet, vous aider à aller de l'avant, à progresser, il peut le faire. Donc, ce n'est pas un choix à faire au hasard. Pourquoi? Choisissez un beau garçon aujourd'hui. Après, il tombe malade, il fait un accident, il n'est plus beau comme avant. Vous allez faire quoi avec? Puisque vous l'avez aimé juste parce qu'il était beau. C'est pareil pour de l'argent. Il y a des entrepreneurs qui font des... qui font des faillites. Après, vous allez le laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il fait des faillites, parce que vous étiez attiré juste parce qu'il avait de l'argent. Non. Lorsque vous choisissez un conjoint, mes amis, réfléchissez bien. Choisissez quelqu'un qui est compatible avec votre caractère. Choisissez quelqu'un qui est doux, aimable. Quelqu'un qui est intelligent, mais qui n'est pas arrogant. Quelqu'un qui va vous accompagner dans le bon comme dans les mauvais moments. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour votre famille. Quelqu'un qui vous booste à aller de l'avant, mais non pas quelqu'un qui, avec le temps, qui va vous minimiser, qui va vous rabaisser lorsqu'il va trouver une autre personne beaucoup plus belle, beaucoup plus beau, beaucoup plus riche sur son chemin. Donc, le choix du conjoint, c'est vraiment primordial. On ne choisit pas une personne à la hâte. On ne choisit pas une personne pour faire plaisir à votre famille, pour faire plaisir à votre ami. Non, 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 pas du tout. On choisit quelqu'un pour vous accompagner tout au long de votre vie, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui t'accepte comme vous êtes et vous l'acceptez aussi comme il est, quelqu'un qui est la complémentarité. C'est pas quelqu'un qui est plus ou moins, mais la complémentarité. Comme a dit dans la Bible, la femme est l'auxiliaire de l'homme. Choisissez quelqu'un que vous pouvez parler dans les yeux. Quelqu'un qui n'est pas arrogant. Quelqu'un qui n'est pas l'autorité suprême, mais quelqu'un qui a de l'écoute, qui a de la compréhension. Quelqu'un avec qui vous pouvez parler mutuellement. Qu'est-ce que c'est un conjoint? Un conjoint, c'est un époux, un mari, un amant, un ami,
C'est quelqu'un en qui vous trouvez toutes ses qualités en même temps, tout en se respectant mutuellement. Mesdames, messieurs, attention avec le choix du service. Ensemble, aujourd'hui, nous allons voir les choses qui nuisent ou qui empêchent l'épanouissement de la vie à deux. Avant tout, partagez, likez, abonnez-vous sans modération. Allez, let's go. Pour commencer, 1. La jalousie. Comme vous le savez tous, la jalousie nuise beaucoup à la vie à deux. L'autre s'imagine, invente des choses qui n'existent parfois même pas. Donc, mes amis, il faut éviter la jalousie, être confiant, demander, poser des questions. Au lieu d'imaginer les choses, poser des questions. Et puis, vous répondez franchement, sincèrement. OK? Deuxièmement, l'autoritarisme. Vivre avec quelqu'un autoritaire tous les jours, 24 sur 24, ça devient lourd. Donc, pour ceux qui ont de forts caractères, qui sont autoritaires à gauche, à droite, mes amis, on n'est pas dans un centre militaire. C'est la vie à deux, c'est à la maison. Restez cool, restez zen, posez les questions. Surtout, il y a un moyen de faire, il y a la communication. Donc, allez-y, mollo, sincèrement, avec fermeté, bien sûr, parfois, mais sans autorité, sans trop d'autorité. Ainsi, la fantilisation. Ça, c'est vraiment quelque chose à travailler dessus. Premièrement, l'infantilisation, se comporter comme un enfant, premièrement, empêche à l'autre de prendre ses responsabilités. Ça lui empêche aussi de vivre pleinement la vie en couple. Et deuxièmement, être toujours la personne à qui on doit protéger, ça va rendre l'autre frustré. Et ensuite, ça va faire en sorte que la relation repose sur une seule personne. Alors que dans une relation, au minimum, on est combien? On est deux au minimum, n'est-ce pas vrai? Donc, ça devait être quelque chose à deux. Prendre vos responsabilités, éviter l'infantilisation et vraiment, il faut aller à fond, être correct. Ensuite, mes amis, je peux ajouter, pour vous, surtout les femmes, il y a des hommes qui sont comme de cette manière, mais surtout les femmes, c'est l'insatisfaction sur de long terme. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vivre avec quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui c'est vraiment pas facile. Aussi, sur de long terme, ça devient gênant et l'autre personne n'a plus envie de prendre des initiatives. Donc, on va vivre dans la routine. Et aussi, ça va casser toute l'ambiance, toute l'envie. Donc, évitez d'être quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Je n'ai pas dit d'accepter tout et n'importe quoi, mais quand même, il faut faire un effort. On n'est pas parfait. Il faut donner à l'autre le temps de s'adapter, le temps d'apprendre, le temps de faire les choses comme il faut. Patience. En amour, on a besoin surtout de patience. De patience et d'écoute et la compréhension. Ainsi, mes amis, être pessimiste et cynique, oula, il y a toujours un problème. Toujours quelque chose qui ne va pas. Franchement, vivre de la méfiance et la négativité, ça va empêcher de vivre sereinement la vie à deux. Donc, il faut faire encore une fois confiance à l'autre. Donc, dans une relation, si la confiance n'existe pas ou n'existe plus, c'est même pas la peine de perdre votre temps. Il faut laisser tomber. Ok? On peut aussi ajouter, même si on ne fait pas trop souvent attention, il y a le désordre. Le trop de désordre dans une maison empêche de mener une vie harmonieuse et cela aussi va même t'empêcher d'avoir des pensées claires. Donc, un homme ou une femme, ça dépend. Il faut penser à nettoyer la maison et faire en sorte qu'il y a de l'air qui rentre et prendre soin de la maison propre, claire. Je ne sais pas faire 100% parfait, mais nettoyer la maison, laisser de l'espace. Donc, ça va aussi laisser de l'espace dans les pensées. C'est important, mais très souvent, on ne fait pas attention. Septièmement, il faut ajouter aussi les tocs, les manières. Par exemple, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si je dépose ça ici, je dois le trouver ici. Mais non, là, mais vous vivez à deux au minimum. Surtout s'il y a des enfants, c'est encore pire. Donc, il faut arrêter de saouler l'autre personne avec votre manie et tout. Faire un effort, essayer de changer, de trouver voilà, un compromis afin que chacun peut vivre, se déplacer dans la maison comme si la personne... Et c'est pas même comme si la personne est chez lui aussi. Hein? D'accord? Donc, il faut trouver les justes milieux. Vivre à deux aussi, mes amis, il y a surtout ce qu'on appelle l'écoute, la compréhension. Si vous parlez, c'est vous qui prenez toujours la parole, vous qui prenez toujours les décisions, alors là,
c'est foutu pour la vie à deux. Ça va nuire fortement à la vie en couple et ça peut même arriver à faire en sorte que le couple n'existe plus. En effet, pour terminer, mes amis, vivre à deux n'est pas toujours quelque chose de facile et cela est toujours plus complexe que cela semble, mais cependant, avec patience, communication et beaucoup de compromis, on peut toujours améliorer la relation. N'oublie surtout pas qu'il n'existe pas de relation parfaite. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir les secrets d'un couple qui dure longtemps. Je répète, le sujet est les secrets d'un couple qui dure longtemps. Et oui, premièrement, la communication. Effectivement, la communication dans toute relation, surtout dans une relation de couple, est le ciment par excellence pour la longévité. Deuxièmement, dans un couple, partager, accepter, donner et surtout pardonner est plus qu'une nécessité. Troisièmement, se connaître soi-même, se valoriser, avoir confiance en vous et en l'autre. C'est un bon point pour la longévité du couple. Ensuite, restez vous-même et surtout, n'essayez pas de changer l'autre personne à votre goût. C'est très important. Évitez la routine, n'est-ce pas vrai, de temps en temps faire des surprises. Sixièmement, avoir l'esprit que rien n'est jamais acquis. C'est pas parce que vous êtes dans une relation depuis quelque temps, pour vous c'est bon, vous n'avez pas besoin d'innover, vous n'avez pas besoin de nouveautés. Non, pour la longévité d'un couple, il est nécessaire de savoir faire des changements, de savoir innover et de savoir aussi partager. Pour continuer, il faut ajouter rester créatif. Comme je viens de dire, il faut tout le temps faire des surprises inattendues, à vrai dire, des anniversaires surprises, des choses comme ça fait plaisir aux autres, à l'autre, des cadeaux. Surtout, n'attendez pas que ce soit l'anniversaire de la personne pour lui offrir quelque chose de temps en temps. Ça fait beaucoup plus de plaisir. Neuvièmement, soyez un booster et un rayon de soleil pour votre partenaire. Et oui, quand vous voyez que il manque de motivation, il peut plus ou moins tomber dans la dépression, il faut être là pour le soutenir, pour l'encourager. Dixièmement, savoir garder votre contrôle en toute situation, en un mot, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Même s'il y a des disputes, il y a des conflits, mais restez vous-même, restez humble, restez dans l'humilité, évitez de dire n'importe chose, n'importe quoi, des insultes, parce que les mots, ça blesse et parfois, ça fait plus de mal que des coups physiquement. Et onzièmement, pour terminer, mes amis, n'oubliez surtout pas que avoir des objectifs en commun, c'est d'aller dans la même direction. C'est-à-dire, quand vous avez des points communs, des projets à réaliser ensemble, ça soude encore beaucoup plus le couple que si vous avez des choses à faire, chacun séparément, chacun dans votre coin. Et surtout, c'était tout pour aujourd'hui. Restez abonnés, partagez, likez et n'oubliez pas, le ciment d'un couple, c'est la communication. La communication est essentielle pour la longévité de couple. Il faut savoir, il y a amour et amour. Surtout, si vous ne voulez pas vous brûler dans le feu de l'amour, il faut vraiment rester prudent lorsqu'il s'agit d'amour. Pour commencer, le vrai amour, premièrement, il faut voir avec lui ou avec elle que vous êtes vous-même. Deuxièmement, la personne a envie de partager avec vous votre vie sans s'imposer. Il y a des gens qui arrivent dans votre vie qui s'imposent ses droits, ses devoirs, mais lorsque le vrai amour est présent, la personne, elle veut partager votre vie, mais sans s'imposer. Parfois, c'est vous-même qui l'invite à partager votre vie. C'est pas lui qui dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être ici, je vais être là. Non. Troisièmement, elle vous respecte pour la personne que vous êtes. Elle ne vous respecte pas parce que vous pouvez l'aider ou quoi que ce soit, mais pour la personne que vous êtes. Quatrièmement, c'est quelqu'un avec qui que vous pouvez être en désaccord tout en se respectant mutuellement. Certes, il y a des personnes qui cherchent toujours à avoir raison, toujours à être gagnante dans une relation. Mais la personne qui vous aime vraiment, vous pouvez être désaccord avec cette personne sur un point, mais tout en se respectant mutuellement, il n'y a pas de malversation. Cinquièmement, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est compréhensif et qui respecte votre silence. Parce que je sais que chacun de nous, nous avons besoin d'un moment pour nous-mêmes, pour nous recueillir, pour faire le point avec nous-mêmes.
Et lorsque ce moment se présente là, la personne, elle est là, elle garde son silence, elle est compréhensive, elle cherche à t'aider au lieu de s'imposer, au lieu de vous poser des questions. Elle sait garder sa place dans votre vie, elle sait garder sa place. Sixièmement, vous vous acceptez comme vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Vous ne cherchez pas à transformer cette personne en baby ou en champol, je ne sais pas quoi. Et la personne, c'est comme McDonald's, venez comme vous êtes. La personne, vous acceptez comme vous êtes sans s'efforcer. Septièmement, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez trouver facilement des compromis. Encore une fois, ça rejoint un point que j'ai déjà cité. La personne qui vous accepte comme vous êtes, et aussi c'est une personne avec qui vous pouvez trouver facilement des compromis, même si vous avez des points opposés, des idées qui s'opposent. Mais très rapidement, vous pouvez trouver un point commun, un point sur lequel vous êtes d'accord. Huitièmement, lorsque le vrai amour se présente, vraiment, ça, je vais peser sur ce point. Lorsque le vrai amour se présente vraiment, je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais à deux, vous montez beaucoup plus facilement les difficultés. Et le vrai amour, lorsqu'il est là, il ne se force pas. Il ne se force pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter la personne avec des cadeaux, des biens matériels. C'est naturellement. Quand il est là naturellement. On ne se force pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais on ne se force pas. C'est comme si c'est l'eau qui va à la rivière. Et neuvièmement, on dit toujours, les distances, c'est un frein pour les relations amoureuses. Les distances fait affaiblir les relations amoureuses et tout. Mais lorsqu'il y a le vrai amour, moi je peux vous dire que la distance, la séparation pour un temps, par exemple, il y en a un qui est parti pour voyager, pour faire ses études, l'autre qui est resté au pays, etc. ou pour son travail. Mais lorsqu'il y a cette absence-là se présente, l'amour s'amplifie parce que le besoin de se voir, d'être ensemble à deux, ça s'amplifie de jour en jour, ça augmente l'ampleur, la cadence, la chaleur et puis ça fait que l'amour, cette relation-là devient beaucoup plus caliente qu'avant. D'accord? Comme on dit, l'offre et la demande. Lorsque il y a moins d'offres et beaucoup de demandes, qu'est-ce qu'il y a? La loi de Pareto, c'est que la marchandise devient plus chère. Mais c'est comme ça. L'absence, donc lorsque le vrai amour est là, quand il y a l'absence, ça amplifie les choses. L'envie de voir l'autre, de toucher, d'être ensemble, ça amplifie la chose. Et puis les choses deviennent beaucoup plus calientes lorsqu'on se rencontre. Dixièmement, pour moi, c'est aussi un point très très important. Pour moi, le point le plus important, c'est qu'on s'aime mutuellement. C'est réciproque. Il n'y a pas de je t'aime beaucoup plus, moi non plus, ou je t'aime, je suis beaucoup. Non, on s'aime mutuellement. On est aussi fusionnel. On est fusionnel, on s'entend, on s'aime mutuellement. C'est comme si, quand le vrai amour se présente chez des gens, vite fait, vous pouvez remarquer, parce que parfois quand les deux se présentent, il y a un qui parle, l'autre peut terminer facilement la phrase. Il y a une personne qui peut penser quelque chose et l'autre automatiquement ou même avant même sans vouloir le dire avait déjà eu cette idée là. C'est comme il y a un courant et comme on dit, le courant passe très bien lorsqu'il y a le vrai amour. Cependant, je dois dire attention parce que l'amour, la rencontre, le début surtout, il n'y a pas de stéréotype, il n'y a pas un prototype, je peux dire, il n'y a pas un prototype fixe. Le vrai amour, ça peut se présenter sur plusieurs formes. Par exemple, ça peut commencer par la haine, par des disputes et tout, etc. Ça peut aussi commencer par un coup de foudre. Ça peut aussi présenter par le fait de fréquenter et très souvent un lieu en commun avec cette personne et puis chemin faisant fait qu'il y a une première rencontre ainsi de suite. Donc il n'y a pas vraiment un protocole fixe lorsque le vrai amour se présente pour la première fois et puis avec le temps ça peut déboucher vraiment sur le vrai amour. Parfois aussi c'est l'amitié, ça peut commencer par l'amitié et ça finit par une relation amoureuse, par une relation beaucoup plus charnelle et puis pour trouver le vrai amour. Technique pour bien gérer l'argent dans le couple. Commençons tout de suite. Premièrement, il faut chercher à comprendre le type de relation que ton partenaire entretient avec de l'argent. Est-il dépensier? Est-il radin? Ou est-il équilibré? Deuxièmement,
Il faut parler ouvertement et surtout ne passe pas autour du pot lorsqu'il s'agit de l'argent. Car l'argent, quoi qu'il en soit, même si tu possèdes beaucoup ou peu, l'argent reste toujours un sujet fragile et très sensible. Troisièmement, cherchez l'équilibre du couple et non pas l'égalité en matière de dépenses. Normalement, celui qui gagne plus participe beaucoup plus financièrement. Quatrièmement, restez fidèle à ta responsabilité ou à tes responsabilités financières dans le couple à l'égard de ta relation. Par exemple, ce n'est pas parce que tu as un conflit avec ton partenaire ou ta partenaire que tu arrêtes subitement de payer le loyer. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce comportement? Non. Même s'il y a des conflits, il y a des disputes, tu continues à payer le loyer comme tu as l'habitude de le faire. Cinquièmement, avant d'effectuer un grand achat, il faut se mettre d'accord. Avant d'acheter toute chose de grande qui coûte beaucoup, il faut se mettre d'accord. Surtout pas de surprise. Parce que l'argent, il faut vraiment, dans le couple, l'argent, il faut en parler, il faut se mettre d'accord avant de prendre, surtout pour les grandes choses, les grandes décisions en rapport avec l'argent. Il faut vraiment se mettre d'accord, il faut faire ça en harmonie. Sixièmement, dans le couple, avoir un compte en commun doit être un désir et non une obligation. On ne peut pas forcer l'autre partenaire à ouvrir un compte en commun. Non, ça doit être volontairement ensemble. Vous ouvrez un compte en commun. Il ne faut pas forcer l'autre. Le petit bonus, c'est septièmement, avant même de se mettre en couple, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne posent pas cette question. Avant même de se mettre en couple, il faut faire le point ensemble. Nos dettes, nos dépenses, nos revenus, nos rêves et nos plans de sécurité. Comme ça, vous êtes clair avant de rentrer dans toute relation. Les amoureux, les amoureuses, j'aimerais vous dire une chose. N'acceptez plus que les gens vous aiment juste comme vous êtes. Il faut demander aux gens, non seulement vous devez m'aimer comme je suis, mais vous devez m'aimer à un point de me booster d'aller de l'avant. Vous devez m'aimer à un point de m'accompagner, de me... jusqu'à ce que je donne l'excellent de moi-même, jusqu'à ce que je dégage toute ma potentialité. Parce qu'il faut arrêter de brader notre amour. Il faut arrêter de vendre à moitié prix, au rabais, notre amour. Parce que lorsqu'on s'aime vraiment, on est bien dans toutes les choses. On développe toutes les choses, mais on est passionné, c'est ça que je voulais dire. On est passionné quel que soit le domaine. Moi, je peux constater, quand tout va bien à la maison, tout va bien au travail, tout va bien dans tous les autres domaines de la vie. Car quand l'amour est vraiment là, quand l'amour n'est pas l'amour au rabais à moitié prix, quand on se sent bien entouré, on s'épanouit dans tous les autres domaines de la vie. Arrêtez d'accepter, ah, je vous aime comme vous êtes. Non! Il faut être beaucoup plus exigeant avec vous-même et avec les autres. Donnez aux autres tout ce que vous voulez pour que cette personne s'épanouisse. Et demande aussi la réciprocité. C'est comme ça qu'on va aller ensemble de l'excellence. Quand vous aimez vos enfants, dites-moi, vous les dites comment? Oui, vous devez les aimer comme ils sont, mais qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Vous poussez vos enfants toujours à aller de l'avant. Oui, ma chérie, ce que tu as fait est bien, mais par contre, tu devrais faire, tu peux aller encore beaucoup plus. C'est pas ça qu'on demande aux enfants. Et pourquoi vous acceptez n'importe quoi? Non, 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 non. Exigez le meilleur partout, au poste de travail, là où vous êtes, dans ce que vous êtes, faites-le avec tout votre cœur. Comme d'ailleurs, j'avais écouté quelqu'un qui a dit, il ne faut plus dire que je vais travailler. Dire, je vais faire, je vais pratiquer ma passion. Donc, lorsque vous allez travailler, il ne faut plus dire je vais travailler. Parce que dans le mot travail, on trouve esclavage, dur, effort, douleur et tout. Étymologiquement, même lorsque vous dites je vais pratiquer ma passion, c'est autre chose. Vous vous êtes épanoui de ce que vous faites. En amour aussi, il faut exiger cette demande. Il faut exiger le meilleur. Donnez votre... comment je dis là? C'est le truc quoi. J'ai pas trouvé le mot pour dire il faut donner l'extrême. L'extrême de l'extrême. N'acceptez plus n'importe quoi. C'est fini. Les gens qui disent, ah bon, aime-moi aussi, remets tout pour ceux qui parlent le créole. Non,
Non, non, non, surtout vous, les femmes n'acceptent pas d'être aux secondes positions.